Bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 181. C'est vrai qu'il y a eu une petite interruption de plus d'un mois et demi, un peu plus de 2 mois même, qui était liée à tous les dossiers qu'on a dû remplir pour la procédure de renouvellement de la DSP, dont nous vous parlerons prochainement. Promis, d'ici fin janvier, nous vous dirons tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Alors aujourd'hui, pour cette 181e suggestion cinéphile de l'Odyssée, je voudrais parler d'un film qui s'inscrit dans le cadre de la 32e édition du mois du cinéma turc et qui est un documentaire, une enquête sous forme de documentaire réalisée par Can Dündar et soutenu par la chaîne et produit par la chaîne ZDF allemande, la chaîne allemande de télévision, et qui s'appelle Le Pont, dit Brücke et Köprü en turc. Alors, c'est une enquête qui est assez exemplaire sur la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 en Turquie, une tentative qui a été avortée et qui a servi de prétexte à un renforcement de la politique répressive et tyrannique et despotique, disons les choses clairement, du régime du président Recep Tayyip Erdogan. Ce documentaire repose sur des archives qui ont été recueillies, qui sont très précieuses, des interviews qui ont été menées aussi, et notamment dans le cadre des archives, Can Dündar a pu retrouver les prises de vue enregistrées par les 28 caméras qui sont situées sur le premier pont du Bosphore, qui a été un des lieux majeurs de l'affrontement qui s'est déroulé cette soirée du 15 juillet. Alors le film lui-même est construit en 3 parties. Une première partie qui introduit en quelque sorte les différents protagonistes. D'un côté le régime de Erdogan, de l'autre celui des forces gulenistes qui sont accusées par Erdogan d'avoir été à l'origine de cette tentative du coup d'État. Alors, disons que la deuxième partie, elle montre ce qui s'est véritablement déroulé à Istanbul, à Ankara, principalement, et dans d'autres lieux de la Turquie, où il y a eu des affrontements qui, au total, ont fait près de 350 morts dans les 2 camps. Et la troisième partie, eh bien, peut être considérée comme une partie de conclusion. Alors, le film est intéressant d'abord par la richesse de ces documents, des documents qui ont été récupérés, il faut le dire, à l'occasion du procès ou des procès qui ont été lancés par le régime d'Erdogan pour punir les insurgés. Alors disons-le tout de suite, une tentative de coup d'État, c'est jamais quelque chose de bien sûr. Et loin de moi de tenter de justifier de près ou de loin, bien au contraire, cette tentative avortée de coup d'État. Mais disons que, et peut-être Can Dündar, on peut dire aussi pourquoi est-ce qu'il a réalisé ça avec la ZDF, parce que tout simplement, Can Dündar est un journaliste, rédacteur en chef à l'époque du quotidien Cumhuriyet, qui est une espèce de mélange de Le Monde et Libération, et qui est le journal le plus ancien de Turquie, puisqu'il a été créé quelques 2 ans après la proclamation de la République de Turquie par Atatürk. Eh bien, il a été emprisonné, condamné pour avoir diffusé des documents irréfutables sur les livraisons d'armes par le régime d'Erdogan aux djihadistes de Syrie. Et on a même tiré sur lui, surtout pour
l'intimider à la sortie d'une audience du tribunal à Istanbul, et il a été obligé de s'exiler. Après être sorti de prison, il est parvenu à sortir, et depuis il vit à Berlin, en République d'Allemagne. Et c'est intéressant parce que c'est évidemment à l'occasion des vérités qu'il a révélées sur les relations coupables et de complicité entre le régime d'Erdogan et les djihadistes de Syrie, de l'organisation de l'État islamique, qu'il y a eu une répression très forte contre lui, et qu'il faut bien tenir en compte aussi que cette situation de la Syrie, l'activisme pro-djihadiste, pro-frères musulmans de Erdogan, et le contexte général qui constitue une des clés de compréhension de cette tentative de coup d'État. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a dans la conclusion de ce documentaire plusieurs thèses qui sont évoquées sans que le documentaire prenne parti. Peut-être qu'il aurait pu ajouter une ou deux autres hypothèses, mais en gros, la première hypothèse, c'est qu'il y a vraiment une tentative pour renverser Erdogan, et l'autre hypothèse, c'est qu'en fait, c'est Erdogan qui a favorisé ce coup d'État pour pouvoir faire une répression très forte contre les gulenistes. Alors, disons que les gulenistes, comme Erdogan, sont des gens qui ont été installés en 2002, à l'époque du gouvernement, enfin de la présidence Bush, avec l'aide des États-Unis, du gouvernement et de l'État des États-Unis. Ça, c'est une donnée qui est absolument incontournable. Et ils étaient complices, un peu comme l'étaient les SS et les SA dans les années 1933-1934 en Allemagne. Et il se trouve que cette complicité coupable, condamnable, en aucun cas justifiable, eh bien, elle s'est interrompue à partir du début des années 2010. Les années 2010, c'était une montée en puissance dans le prolongement de ce qu'on a appelé le printemps arabe, de l'activisme des réseaux djihadistes, notamment financés par le Qatar et donc par l'Organisation des Frères musulmans. Et c'était donc un contexte où Erdogan a cru qu'il pouvait aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle il a commencé à attaquer directement, à critiquer directement l'État d'Israël et le sionisme à travers lui. Et cela a été l'occasion d'une brouille, en tout cas c'est mon analyse, entre les deux complices. Car il faut savoir que Erdogan avait été choisi pour redessiner, en commençant par la Turquie, la carte du Proche-Orient, en abandonnant les modèles laïques. La Turquie était un exemple de modèle laïque, et pour remplacer ce modèle par ce qu'officiellement on appelait des régimes d'islamisme modéré, et entendons par là des régimes islamistes qui étaient dociles par rapport aux attentes que pouvaient avoir un certain nombre de forces extérieures, dont l'État que j'ai cité auparavant. Erdogan avait été choisi parce qu'il a beaucoup de charisme et qu'il a une façon de pouvoir faire, grâce à ce charisme, avaler tout et le contraire de tout à l'électorat et à la population qu'il parvient à influencer. Et donc il avait été soutenu largement, au fond, y compris en Europe, par des gouvernements, par la plupart des gouvernements d'Europe, notamment d'Europe de l'Ouest, qui pensaient que là, il y avait une espèce de bouclier permettant le développement de l'affairisme, du libéralisme, en quelque sorte, et au fond, c'était quelqu'un qui était sous contrôle. Mais par prudence, les États-Unis avaient aussi collé comme un poisson pilote vis-à-vis d'un requin,
eh bien, les gulenistes, qui sont constitués par la force d'un imam, qui avait fait ses armes dans les années 1960, à l'époque où aux États-Unis il y avait la théorie de la ceinture verte, qui avait pour objectif de frapper l'URSS dans son ventre mou, c'est-à-dire les républiques d'Asie centrale à population essentiellement et très très majoritairement musulmane, et que donc cet imam, Gulen, était parvenu à s'imposer comme un des combattants, des cadres de la Ligue des activités anticommunistes dans le cadre de la guerre froide des années 60. Alors, il se trouve que ce Gulen est obligé d'émigrer, d'aller en exil, où ça, aux États-Unis, à Philadelphie, parce qu'il avait dit que son objectif, il y avait une interview de lui qui avait été retrouvée, publiée largement en Turquie, dans laquelle il disait que l'objectif fondamental pour lui, c'était de renverser la République laïque créée par Atatürk, et que pour cela, il fallait prendre son temps, il fallait s'infiltrer, contrôler les grandes institutions de l'État, c'est-à-dire l'administration, c'est-à-dire les ministères, à commencer par le ministère de l'Intérieur et la police, d'autre part la justice, qu'il fallait aussi infiltrer l'armée, et une fois que les principaux organes auraient été infiltrés, on aurait pu procéder au renversement de la République laïque. Alors évidemment, ça avait créé un tollé, et il avait été obligé de fuir et d'aller se réfugier à Philadelphie, où il vit dans une villa, je crois qu'il y a 40 pièces, enfin, dans des conditions de luxe. Mais ce Gulen, et grâce notamment aux multiples soutiens qu'il avait eus, était parvenu à créer une association, enfin de cadres, qui était formée, issue des universités anglo-saxonnes les plus prestigieuses aux États-Unis comme au Royaume-Uni. Et donc c'était en quelque sorte, entre guillemets, une élite, comme les SS avaient pu l'être au départ, alors que Erdogan, c'était des forces fanatiques, plus populistes, qu'on pourrait comparer aux chemises brunes et ça. Voilà. Et alors, dans cette complicité qui était établie entre les deux, il y avait une répartition des tâches. Les gulenistes infiltrent l'État, surveillent aussi au passage pour être garant du maintien et de la poursuite de la docilité des erdoganistes, les erdoganistes, n'est-ce pas? Et d'autre part, les erdoganistes, eux, ils s'occupent des marchés publics, qui est une rente de profit et donc de corruption extraordinaire, et s'occupent de tout ce qui relève de la spéculation immobilière. Vous savez, le truc classique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on contrôle les municipalités, on achète des terrains à très bas prix, ensuite on décide de les viabiliser, c'est-à-dire approvisionner en eau, en électricité, etc. Puis ensuite, on donne des permis de construire immobilier, et ce qui permet de pulvériser la rentabilité d'un mètre carré qui acheté, mettons, à 10 unités de monnaie et monte à 400 unités de monnaie, livre turc en l'occurrence, le mètre carré. Donc c'est multiplié par 40. Et évidemment, c'est source de profit extraordinaire et donc de corruption, y compris de corruption d'une partie de la population par clientélisme. Alors, à partir du moment où Erdogan, en 2011, commence à critiquer Israël et la politique sioniste, cela évidemment indispose les États-Unis, et les gulenistes vont devenir plus critiques et vont commencer à faire filtrer dans la presse, à faire diffuser dans la presse, en Turquie et ailleurs, toutes les preuves, toutes les données concernant la corruption, les ambiguïtés, enfin les choses pas claires et en tout cas irrégulières et illégales des erdoganistes. Voilà. Et
partir de 2011, pendant 4 ans, cette divergence entre les deux anciens complices eh bien, va aller en grandissant, au point que, au mois de... Il était évident, à l'été 2016, que les gulenistes qui étaient parvenus à prendre le contrôle de l'armée allaient être épurés de la direction de l'armée. Ils avaient eux-mêmes lancé des purges contre des militaires considérés comme laïcs, mais qui eux-mêmes avaient plein de casseroles à leurs pieds. Et pour la plupart, pas tous, certains ont été accusés injustement, et qui avaient été mis en prison à travers des accusations bidons de procès. Alors les méthodes qu'ils avaient utilisées contre les forces laïques, eh bien, ils vont essayer de les utiliser les unes contre les autres. Et il y a ce coup d'État, cette tentative de coup d'État, qui est très bizarre, puisqu'elle se déroule un vendredi à partir de 22h. Et juste au moment où le Ramadan vient de se terminer, c'est-à-dire le vendredi à 22h, il y a tout le monde qui est dans la rue. Le 15 juillet, c'est évident, il fait beau, il fait chaud, etc. Et le film montre qu'en réalité, Erdogan, que le coup d'État a été prévu pour la nuit à 2h du matin ou 3h du matin, et qu'il y avait eu une fuite. Alors le documentaire nous montre qu'il aurait été averti par son beau-frère, qui n'est pas un officiel de l'État turc, et qu'à partir de là, eh bien, il n'arrive pas à joindre le chef d'état-major et le chef des renseignements secrets de services de renseignement, et que donc c'est ainsi que le coup d'État commence. Alors, il y a une zone d'ombre qui est évidente, et qui montre en tout cas que les putschistes, une partie en tout cas, ceux qui auraient dû être les putschistes, eh bien malgré tout, ils avancent l'heure de leur intervention, et à 22h, parce qu'ils estiment qu'ils ont été dévoilés, en quelque sorte, par ces indiscrétions. Et évidemment, là, il y a toute la chaîne de commandement qui est perturbée, bouleversée, et donc condamnée au fiasco, évidemment. Alors, il y a plusieurs hypothèses. C'est pourquoi y a-t-il eu cette indiscrétion qui filtrait? Alors, est-ce que c'est les gulenistes qui ne sont pas bien entendus? Est-ce que c'est la Russie de Poutine qui eut vent de ça et qui intervient pour mettre la zizanie dans le camp de l'OTAN, puisque la Turquie est la deuxième armée de l'OTAN, après celle des États-Unis? C'est une hypothèse. Il y a d'autres hypothèses. Il y en a une qui n'est pas évoquée directement dans le film et que je me permettrai d'évoquer pour ma part, qui est que cette tentative de coup d'État est une espèce de coup de semonce, d'avertissement envoyé à Erdogan, parce qu'on le juge beaucoup trop proche des islamistes et donc très indocile par rapport aux intérêts occidentaux, notamment sur le champ syrien, où la Turquie soutient activement l'État islamique. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il y a plein de données qui manquent, mais le film a le mérite d'évoquer un peu ce contexte. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que un mois après le coup d'État, fin août 2016, pour la première fois, l'armée turque intervient aux côtés des armées occidentales contre Daesh, ou plus exactement l'organisation de l'État islamique. Donc à croire que le coup de semonce aurait porté, en tout cas c'est mon point de vue à moi pour ce qui me concerne. C'est une hypothèse tout simplement, puisqu'il n'y a pas d'épreuves. Mais tôt ou tard, et c'est ça qui est passionnant, les preuves vont apparaître avec le temps. Ça, on peut en être sûr et certain. Il n'en reste pas moins que ce documentaire est mené sur un rythme très fort, très puissant, et qu'il est à l'affiche
de l'Odyssée dans le cadre du 32e mois du cinéma turc et que pour ma part, je me permets de vous inviter à le voir parce que c'est très intéressant, c'est au fond de l'histoire en direct, c'est de l'histoire à chaud en quelque sorte, voilà. Et donc ça montre aussi comment certains peuvent mettre en place des gens supposés ou programmés pour être leurs domestiques, et ensuite comment ils peuvent agiter le doigt de la sévérité et des représailles, enfin la menace des représailles, vis-à-vis de domestiques qui commencent à devenir indociles, indisciplinés ou oui, indociles et indisciplinés. Il y a de quoi là alimenter beaucoup de réflexions sur l'ordre du monde tel qu'il ne va pas, sur le désordre du monde et son cortège de crimes, de scandales et surtout de malheurs pour les populations victimes présentes dans les champs de manœuvre de toute cette agitation obscure et nuisible et mal intentionnée. Le Pont de Can Dündar, un film à voir. À très bientôt. Merci. Au revoir.